Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez, Rehana? Oui, bonjour Diego, je t'entends bien. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire organisé par la représentation de la Commission européenne au Luxembourg. Nous sommes en direct de la Maison de l'Union européenne à Luxembourgville et je suis heureux d'avoir avec moi Rehana Ladak, chef d'unité à la Commission européenne, et Stefan Koppelberg, représentant faisant fonction de la Commission européenne au Luxembourg, pour parler de culture et de digitalisation. Deux thèmes très importants, surtout pendant la crise du Covid, qui est en train de changer notre relation avec la technologie, bien sûr, mais aussi avec les différentes formes d'accès à culture. Le webinaire aujourd'hui comprendra des présentations et des questions-réponses. Toutes les personnes connectées peuvent envoyer des questions à tout moment via les chats WebEx, en anglais, en français, en luxembourgeois, en allemand, même en portugais si vous voulez. On y répondront en français. Stéphane, je vous donne la parole. Merci Diego. On va changer aussi le rôle de qui porte les masques. On a parlé Covid. Et donc, merci Diego et bonjour aussi Réana et bonjour à tout le monde aussi. Bienvenue à ce webinaire. Donc, comme Diego a dit, je suis depuis le 1er septembre le représentant faisant fonction de la Commission européenne au Luxembourg. Je m'appelle Stefan Koppelberg. Bon, aujourd'hui, on va parler culture, surtout préservation de la culture et accès à la culture, accès numérique. Vous savez sûrement que les compétences dans l'Union européenne sont réparties de façon différente selon la politique donc, en ce qui est la culture, c'est vraiment compétence essentiellement des États membres, mais l'Union européenne a une compétence, disons, d'appui. Donc, ça veut dire qu'on peut soutenir, coordonner ou compléter l'action des États membres. C'est pas beaucoup, mais quand même, vous connaissez sûrement le programme européen Creative Europe, donc Europe créative. C'est le programme cadre de la Commission européenne visant à soutenir les secteurs de la culture et de l'audiovisuel. L'initiative capitale européenne de la culture qui a déjà donné l'opportunité à plus de 50 villes de se réinventer par la promotion du patrimoine culturel et du tourisme local. Je peux vous dire, j'ai vu ça moi-même. J'étais par hasard en Roumanie et j'ai vu Sibiu, une ville que, comme plein de villes en Roumanie, avait un besoin de modernisation énorme. Et j'ai vu que le fait que cette ville est devenue capitale européenne de la culture a changé la ville d'une façon impressionnante. Pour moi, c'était un très beau exemple pratique, comment ça peut donner un élan à une ville, cette nomination de capitale européenne de la culture. Bon, il y a eu, donc, il y a 2 semaines, le discours de notre présidente, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle a parlé du plan de relance européen qui est en train d'être accordé maintenant. Et elle a, dans ce contexte aussi, évoqué un nouveau projet culturel pour l'Europe. Elle a parlé d'un nouveau Bauhaus européen. Il faudra encore concrétiser ça, mais en fait, ce sera un espace de co-création pour architectes, artistes, étudiants, ingénieurs, designers. Mais bon, aujourd'hui, on parle donc d'Europeana, et c'est une initiative accessible et ouverte à tout le monde, à tous nos citoyens. Et je me souviens très bien quand ça a été créé en 2008 par la Commission européenne. Donc, rien à vous expliquer, c'est une plateforme digitale. Et donc, elle est faite pour partager l'héritage culturel de notre continent qui est énormément riche, à des fins de tout, hein, surtout pour que tout le monde y ait accès directement, mais bien sûr aussi surtout pour le monde de l'éducation, de la recherche, mais en fait pour tout le monde. C'est une plateforme, rien ne va dire beaucoup plus sur ça, mais en fait moi je suis impressionné par le nombre de titres qui sont numérisés déjà. Je crois qu'on parle de 58 millions. Rien ne parlera des détails. Et il y a tout, donc vidéo, photographie, œuvres d'art, des cartes géographiques, historiques, des documents historiques, tout.
Moi, je me souviens très bien, quand ça a été lancé en 2008, je ne sais pas, Lana, si vous vous en souvenez aussi. C'était la commissaire à l'époque, Viviane Reding, donc la commissaire luxembourgeoise, qui était responsable à l'époque de culture aussi. Et c'est un beau projet, et c'était son porte-parole qui a lancé ça, Martine Selmayr, qui après est devenu chef de cabinet du troisième, je crois, président luxembourgeois de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Et donc, il y avait une grande attente, et à un moment donné, donc, on disait maintenant, c'est en ligne. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait une demande tellement écrasante que tout le système a collapsé tout de suite. Donc, on a heureusement pu régler ça assez vite. Mais pour moi, ce qui était intéressant, c'était de voir comment était énorme la demande pour une offre telle. Et donc, je crois que dans ce sens, c'est un grand succès européen. Et bon, aujourd'hui, dans le contexte de Covid, Diego l'a déjà dit, c'est quand même un contexte qui nous impose des limitations assez sévères en ce qui concerne l'accès à la culture. Et donc, je crois qu'on peut dire que dans ce contexte, le numérique, le digital et les nouvelles technologies sont des outils aussi pour démocratiser la diversité culture européenne en rendant l'accès aux œuvres pour tout le monde plus facile et plus fascinant. Bon, j'ai assez parlé. Merci à tout le monde. Et je crois que Rihanna, c'est ton tour, ou Diego, tu vas modérer. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphane pour le mot d'introduction. Et bon, Rihanna, je vous passe la parole. D'accord. Merci beaucoup pour cette très belle introduction, Stéphane. Et je vois que tu as une très bonne mémoire, comment dire, des débuts d'Européenne. Donc, je m'appelle Rihanna Schwinger et je suis chef d'unité à la Commission européenne où je suis responsable, entre autres, pour la transformation numérique du secteur du patrimoine culturel dans toute l'Europe. Et je travaille pour la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies. Et ma direction générale est chargée de la mise en œuvre de la politique européenne pour le marché numérique, la sécurité des réseaux, la science et l'innovation numérique dans les domaines industriels, tout comme dans les domaines sociétaux, notamment le patrimoine culturel dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'aller récupérer ma souris pour passer à la prochaine planche. Et donc, je suis basée, tout comme ma direction, à Luxembourg, à Gasperich. Je suis à Luxembourg depuis maintenant 20 ans. Et là, vous voyez une image qui est disponible sur Europeana, qui est à partir de Fetchenhof et qui donne sur la vieille ville de Luxembourg. Et c'est une image que j'aime beaucoup parce que c'est une vue que je regarde souvent quand je vais de chez moi à Luxembourg et ça me permet toujours d'admirer à quel point les fortifications sont vraiment absolument splendides et qu'elles sont à juste titre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, en préparant cette présentation, j'ai relu cette déclaration que j'ai vraiment voulu partager avec vous aujourd'hui et qui a été faite en 2017 lorsque les 27 dirigeants de l'Union européenne se sont retrouvés à Rome pour renouveler leurs engagements, les engagements qu'ils avaient pris en 1957. Et donc, je vous rappelle qu'à l'époque, en 1957, c'était 6 pays, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, notre Luxembourg et les Pays-Bas. Et donc, en 2017, à la fin de la cérémonie, il y a eu une déclaration solennelle où les dirigeants ont réaffirmé leur avenir commun et leur engagement, notamment en faveur de la culture. Et je trouve que c'est une très, très belle phrase qui résume en fait le travail que nous faisons, pour soutenir la diversité culturelle. Donc, nous voulons une union qui préserve notre patrimoine culturel et qui promeut la diversité culturelle. Et alors, nos objectifs, notamment les objectifs de l'unité que je dirige, est de soutenir la transformation numérique du secteur du patrimoine culturel, c'est-à-dire les musées, les archives, les bibliothèques, les galeries, donc toutes ces institutions qui contribuent
à diffuser et à préserver notre patrimoine culturel grâce aux nouvelles technologies afin que nous puissions préserver, diffuser et rendre plus accessible à la culture. Car la culture a vocation justement à être vécue et non simplement gardée dans les archives. Alors, Europeana, comme Stéphane l'a bien dit, a été lancé en 2008. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'était une initiative qui est née suite à l'appel en 2005 de 6 chefs d'État européens, donc français, allemands, italiens, espagnols et polonais et hongrois à l'époque, qui ont demandé à l'Union de soutenir le projet d'une bibliothèque numérique européenne, aussi face à la montée en puissance de Google, déjà à l'époque. Et donc, les bibliothèques nationales de 19 pays européens ont accepté de soutenir les efforts de la Commission pour lancer la bibliothèque numérique Europeana en 2008. Et donc, Europeana émane d'abord d'une vision politique de diversité culturelle, de multilinguisme, face à la prépondérance à l'époque de l'anglais sur Internet et surtout d'un accès démocratique à la culture. Aujourd'hui, Europeana est le point d'accès en ligne multilingue, c'est la plateforme culturelle européenne en ligne. Elle donne accès à la version numérisée de notre patrimoine culturel européen, reliant entre elles des collections numériques appartenant à plus de 3500 institutions culturelles en Europe. Et en fait, c'est un projet unique dans son genre, par sa taille, ses valeurs et la collaboration qu'elle a engendrée entre les diverses institutions culturelles. Et c'est aussi un projet qui a inspiré les Américains, les Australiens, les Indiens, car c'est le seul agrégateur dans le genre qui rassemble la plus grande collection d'objets digitaux culturels au monde. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme ouverte, donnant accès à presque 60 millions d'objets numérisés, provenant de plus de 3500 musées, galeries, librairies, archives, bibliothèques, en Europe et même dans l'Union européenne et même au-delà. L'ensemble de ces objets est disponible en ligne et peut être utilisé par tous ceux qui veulent l'intéresser. Dans ce sens, elle est démocratique. C'est vraiment un accès ouvert et démocratique. L'initiative a comme cible primaire les professionnels de la culture, les institutions culturelles que j'ai nommées, musées, archives, galeries, mais également les professionnels des différents secteurs tels que l'éducation, la recherche, le tourisme et l'industrie créative comme les producteurs de jeux vidéo, par exemple. Europeana propose un affichage facile à utiliser. Les collections sont présentées sous un format visuel attractif, ou du moins je l'espère, parce que je travaille beaucoup pour qu'elles soient attractives. Et dans ce sens, nous cherchons également à atteindre le grand public, car le contenu est très riche. Il est multilingue et il est libre d'accès. Et grâce à la technologie, les visites virtuelles seront de plus en plus personnalisables. L'idée est de faciliter l'accès et la réutilisation des objets présentés. Et chaque objet est catalogué avec diverses informations contextuelles telles que l'auteur, la date de création, les matériaux qui ont été utilisés dans l'objet et tout un tas d'informations, de métadonnées comme on les appelle, qui sont utiles pour comprendre l'objet en soi et à qui il appartient. Et comme je l'ai dit, ces objets sont libres d'accès, ils sont gratuits, ils offrent un accès gratuit. Alors, Europeana est une plateforme, mais elle est beaucoup plus qu'une simple plateforme. Elle est fondée sur des valeurs qu'elle cherche à véhiculer, et c'est vraiment fondamental. Car ce projet a été développé pour favoriser le sentiment d'une histoire, d'une identité et d'une appartenance européenne. Et de ce point de vue-là, elle représente la dimension citoyenne du marché unique numérique, qui est une des priorités de la Commission européenne. Europeana participe ainsi à la promotion d'une société européenne sereine et ouverte, et son développement technique, qui est
un effort constant de notre côté pour qu'elle s'améliore et qu'elle puisse offrir des services de plus en plus innovants, se base sur la coopération entre les institutions culturelles et l'utilisation de solutions techniques à format ouvert et la création d'un cadre inclusif et interopérable. Et ça, c'est hyper important parce que nous avons des institutions culturelles qui participent à travers toute l'Europe. Et si nous voulons agrandir le nombre d'institutions culturelles qui vont pouvoir offrir leurs objets dans Europeana, il faut cette plateforme reste inclusive et qu'elle reste interopérable. Et les principes qui guident l'offre d'Europeana agissent comme une boussole pour rendre ce patrimoine culturel diffusable. Tout d'abord, on sait, les études le montrent, et ce n'est pas moi qui le clame en tant que petit fonctionnaire, les études montrent qu'un accès étendu à la culture peut conduire à des changements socio-économiques positifs. Et les technologies numériques peuvent aider à atteindre ces changements positifs. Néanmoins, cela ne signifie pas recourir simplement à la technologie pour la technologie, mais la mettre en place en prenant en considération une série de valeurs fondamentales qui agissent comme une boussole. Donc, numérique signifie utilisable, c'est sa vocation première de pouvoir être utilisable. Le projet européen fournit l'élan aux secteurs, aux institutions du patrimoine culturel pour qu'elles puissent rendre disponibles en ligne leurs objets culturels. Le contenu et la technologie doivent être accessibles par tous, où qu'ils soient. Ils doivent être simples à utiliser et ouverts. Sinon, la portée de l'impact social et économique sera limitée. Et bien sûr, il est important que l'Europeana travaille pour un bénéfice mutuel, car cette initiative est basée avant tout sur un partenariat d'institutions culturelles qui agissent pour partager, échanger la connaissance et des bonnes pratiques. Des données authentiques aussi sont très importants parce que, comme vous savez, nous vivons dans un monde de fake news. Donc, à travers Europeana, vous aurez accès à des objets qui sont authentiques et qui ont été vérifiés comme étant bien authentiques et fiables. Et bien sûr, enfin, le travail est robuste car il a pour vocation de soutenir tout un secteur culturel à sauvegarder et à rendre accessible son patrimoine culturel. Et donc, ces valeurs, ces principes ont pour vocation à rendre l'accès démocratique pour tous. Et c'est un de nos principes fondateurs. Et pour cela, nous sommes appuyés par beaucoup de partenaires, bien qu'en principe le contenu et les fournisseurs doivent être européens. Nous avons beaucoup de membres contributeurs qui viennent d'au-delà de l'Union européenne. Et en fait, nous avons 40 pays qui contribuent de manière régulière à enrichir les collections d'Europeana, notamment les États-Unis, Israël, la Russie, l'Albanie, la Serbie. Et nous cherchons continuellement à élargir les pays partenaires qui peuvent offrir, qui peuvent partager ainsi leur patrimoine culturel à travers Europeana. Alors, nous avons sur le site d'Europeana, donc le site est europeana.eu, le site vous offre un tas de contenus organisés selon des formats différents et des formats qui sont, j'espère, assez interactifs. Tout d'abord, nous avons des expos et ces expositions thématiques sont exactement comme des expos au musée. Il y a un thème avec un sujet défini, souvent lié à un thème d'actualité et qui apporte une perspective historique au thème. Et il y a une diversité extraordinaire de thèmes. Et là, je cite simplement ceux qu'on a créés cette année, tels que l'art byzantin, l'histoire du XXe siècle, les coutumes folkloriques, l'histoire naturelle, le pilier européen des droits sociaux, et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, je vous invite à aller voir. Et j'en profite pour
notamment pour commencer par l'expo sur la chute du mur de Berlin, parce que nous sommes en train de commémorer les 31 ans de la chute. Ensuite, nous avons des saisons. Alors, les saisons, par rapport aux expos virtuels, sont généralement des expos plus longues dans la durée. Elles combinent également des blogs, des entrevues, des campagnes sur les réseaux sociaux et des journées de collecte physique d'objets que nous pouvons numériser. Je vais mentionner ici les 2 campagnes les plus récentes qui ont eu beaucoup de succès. Tout d'abord, l'Europe au travail était une saison d'Europeana que nous avons démarrée en début d'année et qui avait pour thème le patrimoine industriel et la vie professionnelle dans ce cadre industriel. L'idée était de mettre en avant, de diffuser en ligne et de partager des histoires individuelles et collectives liées au patrimoine industriel. Et pour cela, nous avons invité le grand public à venir partager leurs histoires que nous avons mises en ligne. Et à Luxembourg, ici, nous avons les journées de collecte du patrimoine industriel qui ont eu lieu à Differdange l'année passée. Donc, nous avons eu beaucoup de succès avec cette saison, avec 55 articles publiés sur Europeana. Nous avons numérisé plus de 1100 objets qui sont venus de 240 institutions culturelles dans 35 pays. Donc, chaque État membre de l'Union européenne. Donc, nous avons eu vraiment une audience très, très, très large. Et là, vous avez quelques photos des journées de collecte où nous avons accueilli des citoyens à Dublin, à Helsinki, à Amsterdam et à Kivik. Nous avons également lancé en juin la saison Découvrir l'Europe, qui a été très importante pour nous. Comme vous savez, à cause du confinement, le secteur du tourisme a énormément souffert. Et donc, l'Union européenne a mis en action un tas d'initiatives pour réouvrir, pour relancer le tourisme. Et notamment, mon commissaire, le commissaire Breton, a été vraiment aux avant-postes pour soutenir l'industrie du tourisme à redémarrer. Et la saison Découvrir l'Europe a pour vocation justement d'inspirer le voyage et de mettre en avant les merveilles culturelles connues ou peu connues que nous avons en Europe. Et il y en a énormément. Donc là aussi, je vous invite chaleureusement à aller voir tous ces petits joyaux culturels qui méritent d'être découverts. Et nous avons une page spéciale qui s'appelle Discovering Europe sur Europeana, qui vous permet vraiment d'aller voir que ce soit des villes ou simplement des modes de voyage ou des façons d'habiter, des us et coutumes appartenant aux différentes régions et pays. Et nous avons mené une campagne très active sur les réseaux sociaux avec le hashtag Discovering Europe en un mot. Donc, nous avons publié 28 blogs, nous avons eu 32 galeries, nous avons mis en avant plus de 2000 objets numérisés liés à ces lieux, à ces villes, aux régions à travers l'Europe. Et nous avons eu plus de 400 institutions culturelles qui ont pu ainsi mettre en avant les objets appartenant à leur collection. Et cela touchait en fait 38 pays à travers toute l'Europe, donc bien au-delà de l'Union européenne. Alors, un autre type de contenu que vous trouverez dans Europeana, ce sont les archives de journaux. Les journaux sont un contenu important dans les collections des institutions culturelles. Et la page journal d'Europeana permet de rechercher page par page à travers des milliers d'archives de journaux des articles que vous recherchez. Et grâce aux technologies, les technologies IIIF, les visiteurs pourront faire un zoom en haute résolution sur les différents journaux et les textes imprimés avec une reconnaissance optique de caractère pour faire une recherche par mots-clés.
Donc là aussi, nous travaillons vraiment à affiner la recherche et à rendre l'expérience de lecture plus interactive. Les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, comme nous le savons tous, ce sont des canaux d'information, de désinformation, ça dépend comment on le voit, et bien sûr de divertissement. Et ils sont très importants pour aider à diffuser à grande échelle les œuvres culturelles, et avec un impact immédiat. Nous avons donc une approche multiplateforme où le public se regroupe selon ses besoins. Donc nous sommes présents sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, sur Instagram, sur LinkedIn, et aussi, ça surprendra peut-être certains, sur Tinder, qui est un réseau de rencontres à durée limitée. Donc voilà, nous couvrons nos différents marchés. Et en fonction des plateformes, nous, bien sûr, nous adaptons notre contenu. Donc, vous avez ici des images de diffusion sur LinkedIn, Facebook, Instagram et Tinder. Et nous avons, je veux dire, beaucoup de succès. Nous avons beaucoup de gens qui nous suivent et de tout âge. Alors, l'année passée, nous avons lancé en octobre 2019 la journée du hashtag MuseMem. Alors, qu'est-ce que le MuseMem? Donc, en fait, ce sont des mèmes qui proviennent de contenus de musées. Alors, les mèmes sont en général c'est du contenu propagé par le biais de réseaux sociaux. C'est en général du contenu qui devient viral tout de suite. Et j'ai essayé de trouver hier une définition. Et d'après l'Oxford English Dictionary, et je vais lire parce que je trouve cette définition très amusante, un mème est un élément culturel ou comportemental qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation ou par d'autres moyens non génétiques. Donc je trouvais ça amusant. Bon, surtout, le mème a pour vocation de propager l'humour. Et donc c'est ce que nous cherchons aussi à faire avec notre journée du MuseMem. Et en fait, aujourd'hui, nous lançons la journée du MuseMem 2020. Donc, avis aux participants. Non, pardon, excusez-moi, ce n'est pas la journée du MuseMem, ce sera la compétition giftée, j'y viens. Alors, l'objectif, comme je l'ai dit, je l'ai répété souvent, est de rendre la culture accessible de manière démocratique. Et pour cela, nous pensons qu'il est bien de la rendre aussi plus ludique, grâce aux moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, et qui, par exemple, qui nous aident à insérer des effets spéciaux, comme vous le voyez sur la présentation. Ici, cette image vient de la compétition annuelle que nous avons lancée l'année passée, qui avait été organisée par Europeana, la Bibliothèque nationale numérique américaine, celle de Nouvelle-Zélande et des startups pour inciter à réutiliser du matériel culturel numérisé pour protéger des images GIFT. Et cette image, c'est l'un des gagnants de cette compétition qui a retravaillé une peinture qui se trouve dans une collection Roumanie et qui montre 2 combattants indiens. Et je trouve qu'elle est vraiment, vraiment très, très belle. Et aujourd'hui, nous lançons une nouvelle compétition qui, nous espérons, sera encore plus grande que celle de l'année passée, où nous y avons eu 18 pays, du contenu qui venait de 39 institutions culturelles, et nous avons pu, grâce à ça, avoir énormément des millions de vues sur les réseaux sociaux. Et comme vous le voyez, cela donne vraiment des images très, très ludiques. Et si ça peut rendre la culture plus fun, comme on le dit, surtout pour les jeunes, je trouve que c'est très bien, parce que ça permet de la garder aussi, de montrer à quel point elle est vivante et en phase avec notre époque. Alors, jusque-là, nous avons parlé de l'accès en ligne au contenu d'Europeana à des fins de découverte, de diffusion et de divertissement, avec les images animées que je viens de vous montrer. Là, maintenant, nous allons parler de la réutilisation du contenu.
notamment avec la partie éducative d'Europeana. Avec Europeana, dans votre salle de cours, les éducateurs, les étudiants ont la possibilité d'apprendre à réutiliser les différentes ressources disponibles sur Europeana afin d'apporter une perspective innovante dans les cours. Et c'est également l'occasion de découvrir des nouveaux concepts comme l'apprentissage qui est fondé sur des projets ou bien sur l'association de divers sujets tels que les sciences et l'art. Et de plus, les outils d'éducation en ligne proposent une série d'activités qui ont été testées en classe et qui proviennent de différents pays européens dans le cadre du renforcement des compétences. Et cela permet aussi aux éducateurs d'introduire le sujet du patrimoine culturel, de faire des associations entre les sujets et d'améliorer leurs propres pratiques d'apprentissage et aussi de les moderniser, de les rendre plus ludiques, plus interactifs. Pour cela, Europeana collabore avec European Schoolnet, qui représente plus d'une trentaine de ministères d'éducation. Europeana collabore aussi avec Euroclio, qui est une association de professeurs en histoire, afin de développer le contenu pédagogique. Par exemple, tout récemment, un MOOC, c'est-à-dire une formation en ligne ouverte à tous, a été publié dans 5 langues pour soutenir les enseignants et les éducateurs dans leur effort à intégrer le patrimoine culturel dans leur travail, dans leur enseignement, et ce, indépendamment finalement des matières enseignées. Et dans le cadre de ce MOOC, il y a eu 660, plus de 600, presque 700 diplômes décernés à des enseignants qui ont terminé leur MOOC via la salle de cours européenne. Donc nous avons eu beaucoup de succès, nous avons une grande demande pour ce genre de produits. Alors, la compétition Europeana Éducation a eu lieu de mars à avril 2020. Les compétitions sont importantes pour nous parce qu'elles nous permettent vraiment d'engager et de faire collaborer les enseignants. Et au cours de ce concours, en fait, on a eu des centaines d'enseignants du primaire et du secondaire venant de 18 pays qui ont soumis des scénarios d'apprentissage avec des histoires à utiliser, des histoires de mise en œuvre. Et en fait, les soumissions couvraient tous les sujets et concouraient à montrer de façon innovante comment utiliser les objets culturels numériques dans leur apprentissage et dans leur classe. Et les meilleures contributions, qui sont de toute façon disponibles en ligne en anglais, ont été traduites en espagnol, en portugais, en italien, en français, grec et polonais pour qu'elles soient publiées de manière plus large. Une dimension fondamentale d'Europeana est d'engager, d'adhérer le public. C'est vraiment la participation du public. Et au fil des ans, Europeana est devenue plus qu'une bibliothèque numérique, ce qui était la vision de base, pour devenir une plateforme de connexion des différents canaux de diffusion, et également un des rares projets qui a impliqué le public, notamment par les campagnes de collecte d'objets, que ce soit des objets familiaux ou des objets individuels que nous avons menés. Et comme ici, par exemple, dans notre saison, rappelez-vous, je l'ai dit, les saisons, ce sont des campagnes beaucoup plus grandes qui sont multiformats. Et nous avons eu, il y a 2 ans, la saison sur les migrations, qui a eu énormément de succès, où les citoyens sont venus partager leurs histoires familiales de migration et les objets qui tenaient à cœur, qui relataient l'histoire des familles qui ont eu des expériences d'immigration. Et c'était une de nos campagnes phares lors de l'année européenne du patrimoine culturel en 2018, que nous avons organisée en partenariat avec des musées, des galeries, des bibliothèques à travers l'Europe.
Et 18 jours de collecte ont été nécessaires dans 12 pays sur ce thème de la migration, avec des centaines, avec plus de 600 récits récoltés lors de ces journées. Et donc là, je vais vous lire le témoignage d'une participante qui a dit « Europeana Migration a changé l'engagement d'Europeana envers le public. Cela a donné un élan et a créé une plateforme permettant un engagement avec la nouvelle communauté irlandaise pour construire des connexions et pas seulement mettre en valeur des collections. » Et grâce à ces campagnes, le public a pu non seulement participer, mais aussi s'approprier le contenu culturel qui a été mis en ligne. Voilà, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Et une deuxième saison que nous avons eue, où le public a participé de manière très très active, a été notre saison L'Europe au travail, pour explorer et mettre en avant l'héritage industriel. Donc, nous avons vraiment une très très belle adhésion du public. Et ce qui montre aussi la demande pour ce genre d'offres culturelles. Alors, le futur d'Europeana repose également, pour beaucoup, sur son évolution quant à l'utilisation de nouvelles technologies. On parle beaucoup du potentiel de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Ce sont des technologies qui seront des accélérateurs de diffusion du patrimoine culturel. Plus nous arriverons à offrir une expérience immersive, du contenu personnalisable, la possibilité de créer son propre musée virtuel, et ce n'est pas de la science-fiction, cela aura lieu largement dans les 5 prochaines années. Certains musées avant-coureurs aux US le font, et je pense que nous avons des musées en Europe qui bientôt vous permettront de personnaliser totalement vos visites virtuelles. Donc c'est vraiment une très très belle évolution dans un avenir proche. Alors, Europeana s'adresse également aux professionnels qui sont engagés dans le partage et l'utilisation des données. La partie professionnelle du site, de la plateforme, qui s'appelle Europeana Pro, fournit du contenu, des informations, de la documentation, de l'assistance et des conseils aux professionnels du patrimoine culturel pour qu'eux puissent à leur tour créer du contenu et le rendre accessible. Et pour cela, Europeana met à disposition une série de services, que ce soit des services de publication en ligne, que ce soit des services de découverte, des services d'incubation, l'activité de réseautage qui est très importante, et aussi des projets et des partenariats qui mettent ensemble des institutions qui viennent de pays différents. Et pour cela, c'est un aspect très important parce que nous avons dans Europeana des grands musées comme des petits musées régionaux. Et grâce à ces partenariats, les petits projets, les petits musées régionaux apprennent ce que les grands musées font. Et pour eux, ce genre de partenariat est une sorte d'accélérateur pour mettre en ligne leur offre culturelle. Alors, la crise. Alors, le confinement, la période de confinement que nous avons connue, en fait, était très intense pour le secteur du patrimoine culturel et surtout pour Europeana. Du jour au lendemain, les musées ont dû élargir leur offre digitale et remplacer l'expérience de la visite au musée par des visites virtuelles, des rendez-vous journaliers, des apéros virtuels, culturels journaliers, pour garder leurs visiteurs, pour ne pas les perdre. Et en fait, ce confinement a accéléré une grande innovation en termes d'offres culturelles. Et donc, Europeana a été beaucoup sollicité par les musées pour justement, qui voulaient apprendre comment maîtriser le numérique et comment faire en sorte de garder leurs visiteurs en leur proposant des offres virtuelles et des offres numériques. Et Europeana a offert un nombre record de formations en ligne, de webinaires en ligne pendant
pendant le confinement, et depuis le confinement, ça s'est accéléré. Donc ça, c'est vraiment une très très belle évolution que le Covid nous a permis d'accélérer. Alors, l'Europeana est soutenue par une association de membres très actifs qui propagent en fait le rayonnement d'Europeana dans toute l'Europe. Nous avons à ce jour 3000 membres venant d'institutions culturelles, des citoyens, venant du monde de l'éducation, de la recherche. Donc c'est vraiment une association à large spectre dont l'objectif est de rassembler les experts qui travaillent dans le domaine du patrimoine culturel et d'aider à élargir et à améliorer l'accès au patrimoine culturel numérique européen. Et l'association, en fait, s'engage à créer, partager, promouvoir et valoriser le patrimoine culturel numérique européen en utilisant les expertises individuelles, en les partageant, en favorisant la collaboration transfrontalière, en développant, validant, en mettant en place des standards et des cadres qui améliorent justement l'accès et la découverte. Et en participant à la gouvernance des initiatives, des différents projets qu'il y a dans la galaxie européenne. Donc pour ceux d'entre vous qui suivent aujourd'hui, qui souhaiteraient faire partie de ce réseau, l'accès est bien sûr libre, et sur europeana.eu, vous trouvez toutes les informations pour rejoindre ce réseau qui cherche en fait, qui a 6 groupes, 6 communautés au sein de l'association. Europeana Tech, qui travaille dans toute la partie développement technologique. Il y a la partie copyright, donc des droits d'auteur, qui affectent beaucoup ce que les musées peuvent proposer comme utilisation des œuvres culturelles. Il y a Europeana Recherche, parce que bien sûr la recherche est importante lorsqu'il s'agit de la culture. Europeana Éducation, comme vous l'avez vu, l'éducation est un des domaines qui bénéficie énormément du contenu qui est disponible. Et Europeana Impact, pour mesurer quel est l'impact de l'offre culturelle sur divers aspects sociétaux. Et Europeana Communicators, qui est comment affiner, comment améliorer la communication d'Europeana. Donc c'est un réseau très très actif et qui est très utile. Alors pour finir, ce que je dirais, c'est que Europeana a été sélectionné il y a 2 ans par Social Tech Trust, qui est une organisation internationale, comme l'un des 100 meilleurs innovateurs qui utilisent la technologie numérique pour rendre le monde meilleur. Et je pense que quand la transformation sociale est la force motrice derrière la technologie, elle a l'immense potentiel d'améliorer nos conditions de vie. Et Europeana, dans ce sens, est un exemple de technologie orientée vers le bien commun pour rendre ce patrimoine culturel accessible par tous et appartenant à tout un chacun. Et avec ceci, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Et là, maintenant, je serais ravie de répondre à vos questions. Voilà, Diego, donc je te rends la parole. Merci. Merci, Rerana. Une prestation très, je pense que très détaillée sur Europeana, et c'est super intéressant d'entendre de quelqu'un qui vraiment travaille avec Europeana, de comment cette plateforme peut être utilisée différemment par tout le monde dans ces moments très spéciaux. J'ai déjà une question. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer des questions sur les chats, sur les Webex chat. J'ai déjà une question, c'est une question de Alain. Il demande comment éviter la confusion entre les valeurs culturelles identitaires qui dispersent et les valeurs universelles qui sont communes à tous Européens et qui rassemblent. Oui, merci pour cette question. Comment éviter la confusion? Je pense que ce qui est très important, c'est la part individuelle que nous avons
pour vraiment, enfin, la responsabilité que nous avons pour faire la part des choses. Et je crois aussi que dans ce sens, tout ce qu'on appelle chez nous la media literacy est très importante pour que les citoyens puissent justement puissent faire la part de ces choses. Donc, moi, je dirais vraiment, il y a un grand travail dans tout ce qui est media literacy. Je ne sais pas comment on traduirait la media literacy. Comment dire, une meilleure connaissance des médias Oui. et des outils numériques pour voir effectivement quelles sont comment dire, les valeurs que nous mettons en avant et qu'est-ce qui vient de notre force. Je ne sais pas si c'était la question qui était posée, mais ce serait la façon dont moi je vois cette question. Bien sûr. J'ai une autre question. C'est une question d'Eduardo. Il demande, bon, je pense que vous avez déjà parlé de la crise du Covid, mais je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. Comment la crise du Covid a accéléré la digitalisation et les projets qui comportent la digitalisation? Alors, donc là, de manière comment dire, pratique, en fait, nous avons vraiment, lors du confinement, très vite, nous avons des partenaires, des institutions culturelles qui ont lancé un très grand sondage à travers l'Europe. Et nous avons eu plus de 600 musées qui ont participé à ce sondage et qui ont fait part de leur, comment dire, de ce saut qu'ils avaient effectué dans le numérique. Et en fait, il faut savoir que dans le monde de la culture, surtout du patrimoine culturel, nous avons comment dire, un nombre qui n'est pas énorme d'avant-coureurs. Puis nous avons comment dire, un nombre plus ou moins, nous avons une centaine, disons, les 3000 institutions qui participent à Europeana utilisent la technologie régulièrement pour offrir comment dire, leur patrimoine en ligne. Et puis, nous avons les milliers, vous savez, de musées et d'institutions culturelles qui sont un peu à la traîne. Et c'est très difficile pour nous d'atteindre et de convaincre ces milliers de faire cet investissement, ce saut dans la technologie. Et en fait, le Covid a été un peu l'accélérateur parce que la technologie le numérique était la seule manière de pouvoir encore exister et de pouvoir garder les visiteurs. Et donc, dans ce sens, le Covid a montré à quel point le numérique est une part intégrale de la façon dont nous avons accès à la culture. Et nous avons eu beaucoup de musées, de galeries, d'archives qui ont fait le pas pendant le confinement. Est-ce que vous avez quelques exemples au Luxembourg de comment un Européen a faire interaction avec les acteurs culturels? Oui. Alors, le Luxembourg contribue comment dire, à Europeana. Je n'ai plus malheureusement le nombre d'objets en ligne, mais notre grand partenaire est la Bibliothèque nationale de Luxembourg. Et si jamais ils m'écoutent, je leur fais un grand bonjour. Ce sont des partenaires privilégiés pour nous, avec qui non seulement nous discutons régulièrement, mais en plus ils font partie de la gouvernance d'Europeana. Et comment dire, la Bibliothèque nationale a eu un rôle très important lorsque nous avons changé, affiné la gouvernance et la direction d'Europeana il y a 2 ans. Donc, en gros, en 2 mots, le Luxembourg, les partenaires luxembourgeois sont des partenaires très importants dans Europeana. Parfait. J'ai ici une autre question. C'est un commentaire d'Alain, toujours par rapport à l'universalité et la côté identitaire de la culture. Nous nous construisons individuellement à partir de nos cultures, mais nous ne pouvons pas unir politiquement qu'à partir des valeurs universelles. C'est ça qu'il voulait dire. Oui, je pense que c'est un débat très long qu'on peut avoir sur ça.
Encore une question. Ça, c'est une question de moi. Quelle est votre section préférée dans Europeana? Parce que quand on se connecte à Europeana, il y a beaucoup de choses déjà dans la homepage. Alors, quelles sont ces pages préférées, tes pages préférées, votre Oui. page préférée? Donc, moi, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est que les femmes participent plus au numérique. Parce que nous savons que nous faisons la moitié de l'humanité, mais malheureusement, nous sommes très peu représentés dans le numérique. Et dans Europeana, l'année passée, nous avons lancé, lors de comment dire, pour célébrer la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, la saison des femmes pionnières dans la technologie, dans les sciences. Et donc cette saison s'appelle Pioneers, qui met en avant certaines figures, certains personnages qui sont connus, d'autres moins, et qui montrent à quel point ces femmes ont eu de l'influence dans les domaines où elles étaient actives, que ce soit dans la médecine, dans les sciences. Et je vous invite vraiment à les voir parce que c'est vraiment des très très belles, c'est des très beaux personnages qui inspirent beaucoup. Et par là, vraiment, j'insiste pour dire que il n'y a pas assez de femmes, de jeunes filles dans le numérique, et j'espère vraiment que ça changera. Très bien. Encore une question de Laura. Elle demande comment promouvoir les valeurs européennes et pourquoi avez-vous choisi Tinder comme canal de communication? Euh, Tout d'abord, enfin, est-ce que tu peux répéter la question? Oui. La question c'est comment promouvoir les valeurs européennes? Et une autre question, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, peut-être, mais Oui. c'est pourquoi avez-vous choisi Tinder, l'application Tinder, comme canal de communication? Est-ce que... Donc, oui. Alors, pourquoi promouvoir nos valeurs? Parce que je pense justement que ce sont des valeurs universelles de diversité culturelle, de partage, d'ouverture, d'inclusion. Et je pense qu'elles gagnent à être mises en avant. Euh, alors, pourquoi choisir Tinder ou pas? Bon, pour moi, c'est, comment dire, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je pense que, par exemple, nos réseaux sociaux les plus importants, qui sont Facebook, Twitter et Instagram, nous permettent d'atteindre énormément de public. Et si les utilisateurs de Tinder, grâce à nous, deviennent plus cultivés, ben, tant mieux, je m'en réjouis. Parfait, mais bon. Je me félicite. Euh, Il y a une autre question ici, une question de Grisavi. Je suis responsable du musée de la traduction de la DGT à Luxembourg. Euh, n'était pas en pro, j'ai mis en place un projet pilote du musée de la traduction, mais aura besoin de support. Comment Européana pourrait m'aider pour des initiatives qui sont vraiment incipientes, qui commencent à se développer? Oui, très bien. Bah, tout d'abord, je vous félicite pour le musée de la traduction. Je trouve que c'est fantastique, surtout comment dire, vu que l'Europe est faite de cette richesse de langues, donc c'est très très bien. Je pense que comment dire, ce musée a vraiment a vocation à appartenir à Europeana. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est soit vous comment dire, Diego, tu m'envoies comment dire, les coordonnées de la personne, Oui. soit sur Europeana Pro, vous vous mettiez en contact. Comme ça, vous pouvez avoir accès à l'écosystème européen. Et je pense que Parfait. c'est une très belle addition. Je vous encourage vivement à rejoindre Européana. Oui, et le public qui est connecté peut nous envoyer ou à la représentation ou en direct sur le website Europeana les questions, les autres questions, les démarches par rapport à comment Europeana peut vous aider. À la représentation, nous sommes toujours aussi disponibles pour vous aider avec des questions sur la Commission européenne et toutes les initiatives. Bon, je pense que les questions sont finies. Je, je suis très content qu'on a fait ce webinaire. Vraiment, ça fait longtemps qu'on est en train de discuter, de faire un webinaire sur Europeana. Et je pense que c'était très bon, très informatif. Et oui, je te donne la parole. Je vous donne la parole pour la dernière fois.
Donc voilà, je vous remercie pour, comment dire, à Stéphane, à Poliana qu'on ne voit pas, à Diego, de m'avoir encouragé à faire ce webinaire. Effectivement, on en parle depuis longtemps. Si j'étais trop longue, j'en suis désolée, mais c'était pour vous montrer la richesse du contenu et des services qu'il y a sur Europeana. Et simplement, j'espère vous avoir montré que, en fait, la technologie aujourd'hui est très importante pour pouvoir continuer à rendre la culture accessible et diffusable. Et donc, il n'y a pas de dichotomie entre technologie et culture. Pas du tout. Au contraire, Europeana est un exemple de la technologie au service du numérique, au service de la culture. Et dans ce sens, je pense que c'est vraiment c'est fantastique ce que comment dire, les progrès technologiques nous permettent de faire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, notre public, vous avez toujours la possibilité de nous envoyer des questions en direct et on voit Rerana ou poser les questions aussi sur la plateforme européenne en direct. Et bon, merci et on se voit dans notre prochain webinaire. Nous avons un programme qui est en train d'être préparé pour le semestre et comme toujours, vous aurez toutes les informations dans les prochaines semaines sur ce qu'on est en train de préparer pour le reste de l'année. Merci Rerana encore une fois et ciao à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.